Les mardis soirs étaient toujours un peu mouvementés, surtout le deuxième mardi de chaque mois. C'était le soir de la réunion de mon club Cana, qui commençait à 18h30 pour se terminer à une heure indéterminée. En général, je ne rentrais pas avant 23h, voire après minuit. Mon emploi du temps était déjà serré, car je rentrais habituellement du travail entre 17h et 17h30. Heureusement, je n'avais pas à me soucier du dîner ces soirs-là, puisque les réunions de Cana incluaient le repas. Cependant, il y avait toujours une petite tâche que ma femme depuis 4 ans, voulait que je règle avant de partir. Le véritable défi, cependant, c'était de quitter May. Selon elle, le fait que je parte était entièrement de ma faute. Elle était enceinte de 3 mois et ses hormones étaient en ébullition. Malgré son état, ou peut-être à cause de cela, elle était tout aussi merveilleuse que le jour où je l'avais épousée. À présent, avec cet éclat supplémentaire de future maman, il m'était encore plus difficile de m'arracher à elle, ne serait-ce que pour une soirée. Elle était tout simplement parfaite pour moi. Mesurant 1,60 m pour un corps magnifiquement proportionné de 50 kg, elle avait des cheveux châtains clairs et des yeux bleus saisissants. Sa silhouette m'allait à la perfection. Et bien que je l'aimasse pour bien plus que son apparence, je mentirais si je disais que sa beauté ne rendait pas les choses plus difficiles. Elle était drôle, intelligente et incroyablement observatrice. Des qualités qui me la rendaient encore plus chère. Mais quand venait le moment de partir, la tentation de rester était écrasante. Je devais partir avant 18h10 pour arriver à l'heure à la réunion. Cela impliquait d'expédier ma routine habituelle, une douche rapide, m'habiller, embrasser ma femme et franchir la porte. Ce soir-là ne semblait pas devoir déroger à la règle. Après ma douche, j'ai enfilé un pantalon en toile et un polo, j'ai attrapé ma mallette et j'ai traversé la cuisine pour rejoindre le garage. En passant près d'elle, je l'ai embrassée dans la nuque et je l'ai serrée doucement pour la stabiliser. Elle vacillait toujours quand je l'embrassais à cet endroit. C'était l'une de ses petites habitudes adorables. Ensuite, je suis sorti dans le garage, en jetant un dernier regard vers elle. Il était tellement tentant de sécher complètement la réunion. Non seulement je voulais rester avec elle, mais j'avais aussi un projet dans le garage que j'avais hâte de terminer. Je travaillais sur l'installation d'un système de babyphone vidéo pour la chambre du bébé, et je m'étais dit que 30 minutes supplémentaires suffiraient pour tout boucler. J'avais hâte de le montrer à May. Elle était toujours si reconnaissante de mes petits projets. À vrai dire, ça ne me dérangeait pas de m'imprégner de ses compliments. Après tout, j'étais un homme, et j'adorais quand elle flattait mon ego. En montant dans la voiture, j'ai appuyé sur la télécommande de la porte du garage et j'ai démarré le moteur. Pendant que la voiture chauffait, j'ai posé ma mallette sur le siège passager et j'ai vérifié une dernière fois que j'avais tout. Téléphone portable, calculatrice, carnet de notes. Tout y était. J'ai reculé hors du garage, en faisant un signe de la main à May, qui se tenait à la fenêtre de la cuisine en faisant la vaisselle. Elle m'a fait signe en retour alors que j'atteignais la rue. Juste au moment où j'allais passer la vitesse et fermer la porte du garage, mon téléphone portable a sonné. Je me suis arrêté pour répondre. Allô, ai-je dit, en jetant un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine. Mais avait déjà disparu de mon champ de vision. Gary, fit la voix à l'autre bout du fil. Content de t'avoir attrapé. La réunion de ce soir est annulée. Notre cher président Patrick, ainsi qu'Everett et J.O. West, ont tous été appelés en dehors de la ville. Donc, avec l'absence du président, du trésorier et du secrétaire, nous avons pensé qu'il valait mieux annuler la réunion de ce mois-ci. Rien n'est prévu à moins que tu n'aies quelque chose d'urgent. Inutile de dire que j'étais ravi d'avoir ma soirée de libre. J'ai immédiatement reculé la voiture dans le garage, en pensant à la surprise de May tout à l'heure, quand elle réaliserait que je n'étais pas parti à condition qu'elle ne soit pas dans la cuisine, car elle ne m'aurait pas entendu rentrer. Après avoir fermé la porte du garage, je suis resté assis dans la voiture quelques instants, simplement à me détendre. J'ai décidé que je commanderais des pizzas ce soir au lieu de la faire cuisiner ou de m'en donner la peine moi-même. Une fois cela réglé, je me suis dit que j'allais utiliser ce temps libre pour terminer le projet de babyphone. Le système était presque achevé. Tout ce qui concernait la chambre du bébé en elle-même était terminé, à l'exception de quelques branchements dans le garage et de quelques tests finaux. J'avais fixé la caméra dans un coin de la chambre 10 jours plus tôt, et elle était si petite que May ne l'avait même pas encore remarqué. L'idée du moniteur m'était venue d'un commentaire anodin qu'elle avait fait,
disant à quel point il serait agréable de pouvoir vérifier si le bébé allait bien sans avoir à faire sans cesse des allers-retours dans sa chambre. Cela m'avait donné l'inspiration d'équiper toute la maison de moniteurs audio pour chaque pièce. Le moniteur vidéo de la chambre du bébé avait été un ajout de dernière minute, après qu'un ami m'eût proposé du matériel dont il se débarrassait. Les commandes principales étaient installées dans notre chambre, mais comme je passais beaucoup de temps dans mon atelier du garage, j'y avais ajouté une deuxième station principale. Cette installation comprenait des haut-parleurs et une vieille télévision que j'avais reconvertie en moniteur vidéo. Le système était suffisamment flexible pour me permettre de surveiller la chambre du bébé depuis n'importe quel endroit de la maison. Avec seulement quelques petits réglages à effectuer, j'étais impatient de terminer le projet et de surprendre May. Elle appréciait toujours ces petits efforts de ma part, et sa joie valait chaque seconde de travail. J'ai décidé de voir si je pouvais finir le travail avant de m'installer pour la soirée. Peut-être que je m'écroulerais devant la télé, ou mieux encore, que je m'écroulerais sur May. Cette pensée me semblait encore plus agréable. Je me suis glissé hors de la voiture et j'ai commencé à vérifier mon travail sur le système de babyphone. Il m'a fallu environ 20 minutes pour que tout fonctionne parfaitement. J'ai donc commencé à tester les flux audio. Chaque flux pouvait être activé et désactivé individuellement, ou je pouvais les faire passer tous par les 5 haut-parleurs d'occasion que j'avais installés au-dessus de mon petit espace de travail dans le garage. J'ai testé chaque haut-parleur séparément, en commençant par le salon. Tout fonctionnait à merveille. Le système était si sensible que lorsque j'ai testé le haut-parleur de la chambre principale, je pouvais entendre May prendre sa douche dans la salle de bain. Satisfait, j'ai basculé tous les flux en mode direct, diffusant l'audio dans le garage. Ensuite, j'ai concentré mon attention sur la finition des branchements du moniteur vidéo. Pendant que je manipulais les câbles, j'ai entendu quelque chose sur le haut-parleur du salon. On aurait dit May au téléphone. Curieux de voir à quel point le système captait bien les voix, j'ai monté le volume. Sa voix est passée, claire comme de l'eau de roche. Un véritable exploit pour les 20 $ que j'avais dépensés pour ces haut-parleurs. Il valait chaque centime. Roger, c'est May, l'ai-je entendu dire. Si tu peux être là d'ici 19 h, c'est bon, mon amour. Quoi? D'accord, mon amour. Je te vois tout à l'heure. N'ose même pas être en retard, a répondu la voix d'un homme. On n'aura déjà pas beaucoup de temps comme ça. Et non, ne crois pas que tu auras droit à un deuxième round. Il y eut un silence, suivi d'un rire, puis l'appel a été coupé. C'était quoi ce bordel? Qui est Roger? Le seul Roger que je connaissais était Roger Jenkins. Sa femme, Crystal, avait été la colocataire de May à l'université, et les deux femmes étaient restées des amies proches. Roger et moi nous entendions plutôt bien, nous aussi. C'était un grand gaillard, très amusant, et je savais que May et lui avaient eu quelques rendez-vous avant que lui et Crystal ne commencent à se fréquenter. Au fil des années, nous avions passé beaucoup de temps ensemble, des dîners, des pique-niques et des sorties décontractées. May m'avait raconté de nombreuses histoires folles sur ses années d'université avec Crystal, mais elle m'avait toujours rassuré en disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. J'ai haussé les épaules, supposant que cet appel téléphonique concernait une sorte de surprise qu'il préparait pour Crystal. Je le saurais bien assez tôt. 19 h, c'était dans seulement 15 minutes. Laissant de côté mes soupçons, j'ai allumé la caméra de la chambre du bébé et je me suis reculé, souriant de voir à quel point le système fonctionnait bien. Le moniteur affichait la pièce parfaitement. Pour l'instant, elle était toujours aménagée comme une chambre d'amis, et la caméra était concentrée sur le lit de place. J'ai remarqué que le lit était fait et que les draps étaient soigneusement rabattus. C'était inhabituel. Mais ne faisait jamais ce lit à moins que nous n'attendions des invités. Curieux, j'ai joué avec les commandes de la caméra, zoomant et dézoomant. À l'angle le plus large, toute la pièce était visible, à l'exception du coin où la caméra était fixée, près du plafond. L'image était d'une clarté cristalline, le lit parfaitement centré. Me sentant satisfait de mon travail, j'ai laissé les commandes telles quelles et j'ai commencé à ranger mon établi. J'ai attrapé une bière dans le vieux réfrigérateur et je me suis affalé dans mon fauteuil inclinable à 50 $. Celui que May refusait de voir dans la maison, mais qui trouvait parfaitement sa place dans le garage. J'étais en train de finir ma bière et de réfléchir à commander des pizzas pour surprendre May quand j'ai entendu sonner à la porte. Une seconde plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de May. Et, j'ai eu un mal fou à t'attendre.
Entre, Roger. On a jusqu'à 22h30, et après c'est fini. Mais d'ici là, je suis tout à toi. J'ai figé ma bière à mi-chemin de mes lèvres. Je n'étais pas seulement stupéfait par ses mots. J'étais sous le choc de son ton. Cette voix rauque et sulfureuse, c'était une voix que je ne l'avais entendue utiliser qu'avec moi, soit dans la chambre à coucher, soit sur le chemin pour y aller. C'était sa voix incroyablement sensuelle. Je me suis étouffé avec la dernière gorgée de bière et me suis redressé d'un bond. Dans le haut-parleur, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Bon sang, Roger, a repris la voix de May. À en juger par l'apparence et la sensation de cette bosse dans ton pantalon, je ne suis pas la seule à avoir eu du mal à attendre. Ça a l'air vraiment bien. Viens là, chérie. Dis-moi vraiment bonjour. J'ai entendu la voix de Roger, étouffée et indistincte, suivie de plusieurs secondes de quasi-silence. Puis, il y a eu de faibles grognements et gémissements, comme s'ils s'embrassaient ou faisaient pire. Pas ici, a murmuré May. Viens, on va dans notre chambre. J'ai tout préparé pour nous. Notre chambre. J'ai eu la nausée. Mon estomac s'est noué et ma tête s'est mise à tourner. Est-ce que ça arrivait vraiment? C'était impossible. Mais m'aimait et je l'aimais. Nous étions heureux, n'est-ce pas? J'avais toujours été fidèle avec elle, et j'étais certain qu'elle avait été tout aussi fidèle envers moi. L'espace d'un instant, j'ai songé à défoncer la porte et à les confronter, mais j'ai hésité. Que se passait-il réellement? Aurais-je pu mal comprendre? J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer, mais mon esprit s'emballait. Je me disais que ça devait être un malentendu. Ça devait l'être. Je ne pouvais pas laisser mon esprit s'aventurer là où il essayait de m'entraîner. J'aimais May et elle m'aimait. Nous étions les meilleurs amis du monde. Elle portait mon enfant, pour l'amour de Dieu. Nous étions compatibles à tous les niveaux, y compris en tant qu'amants. Elle ne manquait jamais de rien lorsque nous étions ensemble, et je m'assurais toujours qu'elle soit satisfaite avant même de penser à moi. Mais était habituée aux orgasmes multiples, et je ne finissais jamais avant d'être certain qu'elle n'en avait plus besoin ou n'en voulait pas davantage. Il n'y avait aucun moyen que cela soit réel. Ce devait être une erreur. J'essayais toujours de me calmer quand mes yeux ont capté un mouvement sur le moniteur montrant la chambre du bébé. La porte s'est ouverte et May a doucement poussé Roger à l'intérieur. Mon cœur a sombré alors que je la regardais le guider vers l'autre côté du lit, entre le lit et la fenêtre. Elle est ensuite revenue de l'autre côté, se tenant devant les portes de placard fermées, le regard fixé sur lui. C'était comme si elle regardait directement dans la caméra, directement vers moi. Elle portait son vieux peignoir élimé du samedi, celui qui lui arrivait à peine à mi-cuisse. Malgré l'état minable du peignoir, elle s'était coiffée d'un chignon sophistiqué, qui mettait en valeur la courbe élégante de son cou. Elle avait appliqué juste ce qu'il fallait de maquillage, lui donnant l'apparence d'une princesse attendant son prince, à l'exception du peignoir usé. À ses pieds se trouvaient les mules à talons hauts que je lui avais achetés pour son anniversaire, 2 mois auparavant. Elle les avait portés le soir où je les lui avais offertes, et je lui avais dit à quel point elle mettait en valeur ses jambes incroyables. Je ne les avais pas vues hors de son placard depuis lors. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pas vu ses chaussures depuis son anniversaire, et maintenant elle les portait pour lui. J'ai senti les larmes monter. C'était impossible. Tout bonnement impossible. Mais se tenait droite et fière de son côté du lit, regardant Roger droit dans les yeux. Lentement, elle a levé les mains vers le col de son peignoir. Utilisant sa main gauche pour le maintenir fermé, elle a commencé à défaire les boutons un par un avec sa main droite. Chaque attache s'ouvrait avec une lenteur atroce, narguant Roger avec de brefs aperçus de ce qui se cachait en dessous. Lorsque le dernier bouton fut défait, elle a continué à tenir le peignoir fermé un instant, puis a utilisé ses 2 mains pour l'ouvrir, se dévoilant complètement. Pendant une seconde, elle est restée là, encadrée par le peignoir, laissant Roger l'admirer. Puis, d'un léger haussement d'épaule, elle a laissé le vêtement glisser de ses épaules, s'accumulant autour de ses pieds. Elle portait la lingerie que je lui avais offerte à la Saint-Valentin, le même ensemble qu'elle m'avait essayé une fois, mais qu'elle n'avait jamais reporté depuis, tout en gardant les yeux fixés sur Roger. Elle a levé la main et a courbé le doigt, lui faisant signe de venir à elle. Il a hésité un instant, puis a commencé à contourner le lit. Son visage est apparu sur le moniteur et j'y ai vu une expression stupéfaite. Mais, a-t-il balbutié. Je m'attendais à être avec toi ce soir,
mais tu as rendu ça vraiment spécial pour moi. Mon Dieu, tu es magnifique. J'ai eu l'impression que mon cœur m'était arraché de la poitrine. Je n'ai pas pu détourner le regard alors qu'ils commençaient à se déshabiller mutuellement. Ça se passait là, juste devant moi. Soudain, je suis sorti de ma torpeur. Peu importe comment cela se terminerait, j'allais avoir besoin de preuves. Agissant rapidement, j'ai quitté le garage et me suis précipité dans le salon, en faisant le moins de bruit possible. J'ai attrapé une carte SD vierge et suis retourné au garage, l'insérant dans le système d'enregistrement du moniteur. Les mains tremblantes, j'ai rallumé le système et j'ai commencé à tout enregistrer. L'écran a repris vie, montrant Roger et May dans les bras l'un de l'autre, se dirigeant vers le lit à travers les larmes qui brouillaient ma vision. Je les ai vus tomber sur le lit et commencer leur trahison pour de bon. J'ai eu mal au ventre en les regardant s'étreindre et se frotter l'un contre l'autre. Leurs gémissements et leur halètement remplissaient les haut-parleurs. Cela a semblé durer une éternité. Roger était implacable, s'enfonçant en elle encore et encore. Après environ 15 minutes, j'ai vu May essayer de se dégager de Roger. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans le garage, incapable de penser clairement. Mon premier instinct a été de faire irruption dans la maison et de jeter Roger dehors violemment si nécessaire. Mais je savais que si j'y allais maintenant, je ne serais pas capable de m'arrêter. Il y aurait eu un meurtre. Puis, j'ai entendu la voix de May à travers le haut-parleur. Roger. À moins que tu ne veuilles que Gary nous surprenne, il faut que tu partes maintenant. Je me suis figé, écoutant alors qu'elle se penchait pour ramasser ses vêtements et les lui tendre. Elle a également rassemblé les restes de la lingerie qu'elle portait et les a posés sur la commode. Elle a enfilé son peignoir élimé et a commencé à défaire les draps du lit. N'attendant même pas que Roger finisse de s'habiller, elle a mis les draps en boule et les a portés jusqu'à la machine à laver dans la buanderie, entre la cuisine et le garage. Lorsqu'elle est revenue dans le salon, Roger l'attendait, un sourire suffisant sur le visage. « Et, ma belle ?» a-t-il dit avec ce ton chantant et vantard que les hommes utilisent souvent après le sexe. C'était génial. Il va vraiment falloir qu'on reparle de refaire ça. Non, Roger, a répondu May fermement. J'étais sérieuse quand j'ai dit juste cette fois-ci, et uniquement à cause de notre accord. Je suppose que c'était pour le bon vieux temps, aussi. Bien sûr, chérie, je comprends, a dit Roger. Mais un jour, tu pourrais recommencer à penser à nous. Tu sais à quel point c'était génial. Peut-être qu'on pourra réessayer. C'était juste pour une fois, a-t-elle dit sèchement. Je suis d'accord, mais si tu commences à y repenser, ne te donne pas la peine de demander. J'ai entendu le bruit d'un baiser baveux suivi des pas de Roger se dirigeant vers la porte. Alors que Roger partait, je pouvais entendre l'impatience dans la voix de May et les petits bruits qu'elle faisait, mais ils ne se sont pas vraiment inscrits dans mon esprit sur le moment. Tout comme l'expiration qu'elle a lâchée quand elle l'a finalement suivi jusqu'à la porte. Me sentant physiquement malade, je me suis allongé dans mon vieux fauteuil, fixant la chambre désormais vide sur le moniteur. En regardant ma montre, j'ai vu qu'il était 22h37. Ils avaient parfaitement respecté leur emploi du temps. J'ai entendu Roger murmurer quelque chose à la porte et j'ai clairement entendu May répondre « Non, Roger. » C'était juste cette fois-ci et uniquement à cause de notre accord d'il y a tant d'années. Gary est mon mari, mon amant. Et l'homme que je veux dans ma vie. Je ne suis même pas sûr de savoir pourquoi nous avons fait ça maintenant. Crystal est peut-être d'accord avec ça, mais c'est ma meilleure amie. Elle compte plus pour moi qu'une liaison. Ne compte-t-elle pas plus pour toi? Je n'ai pas pu distinguer le marmonnement de Roger, mais j'ai entendu un autre baiser, puis la porte se fermer doucement. Presque immédiatement, j'ai entendu le verrou s'enclencher. Si je n'avais pas été aussi submergé par le désespoir et les larmes, j'aurais presque trouvé amusante l'épuisement dans la voix de Roger après sa session avec ma femme. Mais à cet instant, il n'y avait rien de drôle. Après avoir fermé la porte, May est réapparue dans la chambre d'amis. Je ne pouvais même plus y penser comme à la chambre du bébé. Elle s'est déplacée prudemment dans la pièce, s'assurant que rien n'avait été laissé derrière après leurs ébats. Ramassant ses vêtements, elle a quitté la pièce et s'est dirigée vers la chambre principale. J'ai entendu sa douche couler peu de temps après. Puis, il y a eu le silence, suivi du bruit du lit qui bruissait. Elle s'était couchée. En regardant à nouveau ma montre, j'ai vu qu'il était presque 23 heures. Je suis resté là, assis, à fixer le vide.
Je n'avais aucune idée de la direction que prenait ma vie ou mon mariage à partir de maintenant. J'avais le cœur totalement brisé. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Certaines d'entre elles cherchant des excuses au comportement de May. D'autres rejetant ces excuses catégoriquement. Et puis, il y avait les pensées plus sombres. Que avais-je fait pour pousser May dans les bras d'un autre homme? Pourquoi aurait-elle besoin de quelqu'un d'autre? Quelque part après minuit, je me suis levé péniblement et j'ai éteint les appareils électroniques. Entrant dans la maison par la porte du garage, je me suis dirigé directement vers la chambre principale, passant devant la chambre d'amis où May avait été avec Roger. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle semblait exactement comme je l'avais vue pour la dernière fois lundi soir. Le lit était défait et tout semblait parfaitement à sa place, comme si de rien n'était. Poussant un léger gémissement, je suis entré dans la chambre principale. May dormait, ou du moins faisait semblant. Jetant un regard sur son visage paisible, je suis allé dans la salle de bain pour me brosser les dents et utiliser les toilettes. Enlevant mes vêtements, j'ai ouvert le panier à linge pour les y jeter. Il était vide. Il n'y avait aucune trace de lingerie souillée, aucune preuve de ce qui s'était passé. En me glissant dans le lit, May s'est retournée et a jeté un bras sur moi. Endormie, elle a demandé « Comment s'est passée ta soirée ?» Après un moment de silence, j'ai finalement répondu « Traumatisante. Je t'en parlerai plus tard. » D'habitude, elle se serait blottie contre moi, mais ce soir-là, elle a simplement retiré son bras, s'est tourné le dos et est restée silencieuse. Bien que sa respiration fût régulière, j'étais certain qu'elle était encore éveillée. Je me suis détourné d'elle et j'ai fixé l'obscurité. Je ne me souviens pas m'être endormi cette nuit-là. Si je l'ai fait, ce ne fut pas un sommeil réparateur. Lorsque le réveil a sonné le matin, je suis simplement resté couché. Je n'étais pas en état d'aller travailler, alors j'ai appelé pour me faire porter pâle, prétextant avoir la grippe. Je suis resté au lit jusqu'à ce que j'entende May partir au travail. Une fois seul, je me suis levé et j'ai commencé à fouiller les tiroirs de sa commode. J'ai fait attention à ne rien déranger en les examinant. Dans le tiroir du bas, plié et rangé dans un sac en papier sous quelques pulls, j'ai trouvé la lingerie. La culotte était encore humide. Après avoir rappelé mon patron pour prendre officiellement ma journée, j'ai récupéré la vidéo que j'avais enregistrée la veille. Au début, j'ai simplement survolé les images, ne voulant pas revivre l'expérience, mais ayant besoin de m'assurer que les images étaient exploitables. En les visionnant, j'ai commencé à remarquer des choses qui m'avaient échappé dans le feu de l'action. J'ai passé toute la matinée à étudier la vidéo, disséquant chaque détail qu'elle contenait. Une fois certain que les images étaient intactes, j'en ai fait 2 copies, puis j'ai passé 2 appels. Au moment où j'ai terminé, c'était le début de l'après-midi, et j'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille. J'avais sauté le dîner de la veille, et la seule idée du petit déjeuner ce matin-là m'avait retourné l'estomac. Mon appétit était inexistant et la nausée persistait. May est rentrée à son heure habituelle, vers 16h30. Lorsqu'elle est entrée et s'est penchée pour me donner un baiser, j'ai tourné la tête et elle a fini par m'embrasser sur la joue. Elle m'a lancé un regard étrange, mais n'a rien dit. Enfin, vers 17h30, j'ai décidé qu'il ne servait à rien de repousser l'échéance. Mais, j'aimerais te montrer ce sur quoi j'ai travaillé pour le système de babyphone dont nous avions parlé. Tu as quelques minutes, ai-je demandé. Elle a hésité un instant. Tu peux attendre après le dîner? Je suis sur le point de le préparer, a répondu May quand je lui ai demandé de venir voir ce sur quoi j'avais travaillé. Prenant mon téléphone portable, je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Elle a souri et a suggéré du chinois, alors j'en ai commandé en livraison. En attendant, je l'ai emmené dans la chambre et lui ai montré les commandes du système de babyphone. La console était soigneusement installée dans le coin derrière la porte. J'ai allumé le son et l'ai laissé dans la chambre pendant que j'allais de pièce en pièce, lui parlant à travers le moniteur. Bien sûr, elle ne pouvait pas me répondre directement, mais lorsque je suis retourné dans la chambre, le sourire sur son visage m'a dit qu'elle avait compris et que le système fonctionnait encore mieux que ce que nous avions prévu. En allumant la partie vidéo du moniteur, je lui ai demandé d'attendre et de regarder un instant. La laissant dans la chambre, je me suis rendu dans la chambre d'amis et me suis tenu exactement là où elle s'était tenue la veille. Mon esprit a revu les images d'elle et de Roger. Leur regard persistant, les provocations lentes, la trahison intime. Prenant mon courage à 2 mains, je suis retourné dans la chambre.
Elle s'est enthousiasmée. Gary, c'est parfait. Quand as-tu mis ça en route? Cet après-midi, ai-je dit d'une voix neutre. Puis j'ai ajouté, en fait, mais. Je l'ai mis en route hier soir. Son sourire a légèrement vacillé, remplacé par une expression perplexe. Je voyais qu'elle essayait de comprendre comment j'avais pu trouver le temps de le terminer. Comme je l'ai dit hier soir, ai-je répété. Encore une chose à te montrer. Lui prenant la main, je l'ai conduite au garage. Je passe beaucoup de temps ici, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'y avoir aussi une station de surveillance. Comme ça, tu pourras garder un œil sur le bébé si jamais tu dois sortir. Elle a hoché la tête, souriant toujours pendant que j'allumais le système dans le garage. Puis j'ai ajouté, il y a une dernière fonctionnalité que j'ai ajoutée hier soir. Laisse-moi te montrer comment ça marche. En glissant une clé USB dans la télévision connectée au moniteur, je lui ai dit, regarde la chambre et vois ce qui se passe. Le moniteur a d'abord affiché la même vue de la chambre du bébé que nous avions vu plus tôt, le lit vide dans la chambre d'amis. Ensuite, j'ai utilisé la télécommande pour lancer la vidéo de la nuit précédente. L'image a immédiatement changé, et l'écran a montré May agenouillée devant Roger. J'ai jeté un coup d'œil à son visage. La couleur avait quitté ses joues, et elle a légèrement vacillé avant de retrouver son équilibre. Ses yeux écarquillés se sont tournés vers moi, cherchant une explication, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement avancé la vidéo de quelques secondes et lui ai fait signe de continuer à regarder. Lorsqu'elle s'est tournée vers l'écran, elle a vu Roger attraper sa culotte. Bien qu'il n'y ait eu aucun son, nous pouvions tous les deux voir sa bouche bouger, lui disant quelque chose. Un instant plus tard, la vidéo l'a montré poussant un petit cri, que je reconnaissais maintenant comme étant de la douleur. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que des larmes coulaient sur son visage, et je l'ai vu tressaillir lorsque Roger s'est enfoncé brutalement en elle. J'ai mis la vidéo en pause. Tu veux en voir plus, ai-je demandé doucement. Mais s'est contentée de me regarder, impuissante et tremblante, incapable de parler. Viens dans la maison, mais, ai-je dit fermement. Il faut qu'on parle. Je ne sais pas où ça va nous mener. La guidant dans la cuisine, je l'ai fait asseoir à la table, prenant la place au bout à côté d'elle. Elle ne semblait pas pouvoir croiser mon regard. Je peux expliquer, a-t-elle marmonné, les larmes continuant de couler. C'est exactement ce dont j'ai besoin, une explication, ai-je dit. C'est quoi l'explication, mais? Pourquoi? Elle s'est essuyé le visage, mais n'a pas levé les yeux. Ça remonte à l'université, a-t-elle commencé avec hésitation, la voix tremblante. À une promesse que j'ai faite à Roger un soir. Il y a combien d'années que tu t'es promise à lui? Mais, ai-je demandé froidement. Non, Gary, ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté. Nous étions tous les deux ivres. Roger et moi étions sortis ensemble. Lui et moi, on était un couple. En quelque sorte. C'était un beau gosse et il m'a plu pendant un moment. Je me suis même demandé s'il ne pourrait pas être le bon. Tout le monde pensait que c'était sérieux entre nous. Mais je ne voulais pas m'engager. Et il n'a jamais vraiment insisté pour que nous devenions intimes. Il avait pourtant une réputation de tombeur. Elle s'est tue un instant, prenant une respiration tremblante. Quand j'ai commencé à vivre en colocation avec Crystal, il s'est mis à sortir avec elle aussi. Pendant un certain temps. Il sortait avec nous deux. Je suppose que Crystal et lui ont fini au lit assez rapidement après avoir commencé à se fréquenter. Il ne s'est jamais rien passé de sérieux entre Roger et moi après ça, mais lui et Crystal se dirigeaient vers ce qu'ils ont maintenant. J'ai hoché la tête avec raideur, lui faisant signe de continuer. Roger avait cette réputation parmi les étudiantes, a-t-elle dit. Il y avait beaucoup de compétition pour obtenir une aventure d'un soir avec lui. Il était censé être assez exceptionnel au lit. Je n'étais pas vierge. Je te l'ai dit. Mais j'étais très difficile quant à savoir avec qui je couchais. Mais a hésité, se tordant les mains. Un soir, Roger et moi étions dans ma chambre, à boire un verre en attendant que Crystal revienne de je ne sais où. Nous avons commencé à discuter, et plus nous buvions, plus la conversation devenait risquée. Je ne sais pas comment. Mais j'ai dit à Roger que la seule raison pour laquelle nous n'avions pas été intimes, c'était ma peur de tomber enceinte. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Ce n'était pas la seule raison, Gary, mais c'est celle que je lui ai donnée. Et la vérité,
c'est qu'il m'a beaucoup excité à quelques reprises. Roger avait ce truc. Il n'utilisait jamais de préservatif. Il s'attendait à ce que ses partenaires prennent la pilule. Je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais je lui ai dit. Je lui ai dit que s'il n'y avait aucune chance que je tombe enceinte, je le laisserais m'avoir. Sa voix s'est brisée et elle a commencé à sangloter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas à quoi je pensais. C'était stupide et je n'ai jamais pensé qu'il prendrait ça au sérieux. Bref, a poursuivi mais. On s'est mis à se chamailler, au bout d'un moment. J'ai attrapé un bout de papier et j'ai rédigé une reconnaissance de dette. J'ai dit à Roger que si je pouvais être absolument sûr qu'il ne pourrait pas me mettre enceinte, je passerais une soirée au lit avec lui. Elle a fait une pause, jetant un regard vers moi, évaluant ma réaction. Je l'ai juste dévisagé, incrédule. C'était il y a combien de temps, ai-je demandé, la voix glaciale. Environ 6 ans, a-t-elle répondu doucement. Mais a poursuivi en me disant que ce mot était devenu une blague récurrente entre elle et Roger. C'était quelque chose sur lequel ils se taquinaient au fil des ans. Puis, 2 semaines plus tôt, lorsque nous avions annoncé la nouvelle de sa grossesse à Roger et Crystal, tout avait changé. Après les félicitations initiales, Roger et moi étions allés dans leur garage pour vérifier un problème qu'il avait. Pendant que nous étions dehors, Crystal avait regardé May dans les yeux et avait dit « Eh bien, je suppose que cette reconnaissance de dette arrive à échéance maintenant. » May avait été choquée. Non seulement du fait que Crystal était au courant, mais aussi parce qu'elle semblait le prendre au sérieux. Avant que May ne puisse réagir, Crystal a insisté, affirmant qu'il était temps d'honorer cet accord. May avait essayé de balayer la chose, mais Crystal ne voulait pas lâcher le morceau. Lorsque Roger et moi sommes revenus dans la pièce, je m'étais souvenu d'une caisse de bière hollandaise que j'avais prévu d'apporter pour le barbecue. N'y pensant pas plus que ça, je les avais laissés tous les 3 et j'étais rentré seul chez nous pour la récupérer. Dans le court laps de temps où j'étais parti, Crystal avait remis le sujet sur le tapis. Mais a été abasourdi de découvrir que non seulement Roger pensait que le mot serait honoré, mais qu'il était outré à l'idée qu'elle se dérobe. Cette conversation avait eu lieu après 3 heures de consommation constante d'alcool. Les derniers verres que May comptait prendre jusqu'à la fin de l'allaitement de notre bébé. Se sentant acculé et sous pression, May s'est retrouvé à accepter d'honorer ce vieux mot avant que je ne revienne avec la bière. Il a été décidé entre 3 qu'elle s'occuperait de Roger la nuit dernière. La voix de May a vacillé alors qu'elle terminait. Gary, c'est l'une des histoires les plus étranges que j'ai jamais entendues, et c'est vraiment difficile à accepter pour moi, ai-je dit lentement, en choisissant mes mots avec soin. Il faut que je te demande ça. Qui est le père du bébé que nous attendons? May a eu un mouvement de recul, comme si je l'avais giflé, et des larmes ont recommencé à couler sur son visage. Combien d'autres mots de ce genre sont encore en circulation, ai-je demandé, la voix se serrant. Et combien en as-tu déjà payé? Aucun, Gary, a-t-elle hurlé, la voix se brisant. Ne fais pas ça. Je t'aime, Gary. C'est arrivé, oui, mais c'est la seule fois. Ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, Gary. Elle est tombée à genoux, sanglotant de manière incontrôlable, le visage enfoui dans ses mains. Mais, ai-je dit, m'efforçant de garder une voix stable. S'il te plaît, puis-je te poser quelques questions? Seras-tu honnête avec moi? Oui, Gary, a-t-elle dit à travers ses larmes. Demande-moi n'importe quoi. Je te dirai la vérité. C'était l'affaire d'une seule fois, dis-tu. Quelque chose que tu ne voulais pas faire, ai-je demandé. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es quand même allé jusqu'au bout. En quoi est-ce logique? Sa voix était éraillée et tremblante. C'était l'affaire d'une seule fois. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, Gary. Cela me semble incroyable maintenant, même d'y penser. Mais tu as plus de valeur pour moi que ma propre vie. J'ai baissé les yeux vers elle, agenouillée devant moi, ses larmes s'accumulant sur le sol. J'avais l'impression que mon cœur volait en éclats. C'était ma femme, ma meilleure amie, la personne avec qui j'avais prévu de passer le reste de ma vie. Mais il fallait que je sache si elle était toujours la femme que je croyais qu'elle était. Mais, ai-je dit doucement. Aurais-tu pu dire non? Oui, a-t-elle murmuré. Oui, j'aurais pu. Mais j'avais l'impression que mon honneur était en jeu. J'avais peur de te le dire. Peur que tu ne comprennes pas. Je pensais.
Je pensais que si tu avais été à ma place, tu aurais fait la même chose. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Mais, ai-je dit lentement. Quand tu as fait cette promesse, tu étais ivre. Mais quand tu as dessoulé, tu n'as pas jeté le mot. Tu l'as gardé. Et quand le moment est venu, tu as quand même choisi de l'honorer. Pourquoi? Elle a pris une grande inspiration, regardant le sol. Quand l'accord a été conclu, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas que tu existais. Ce n'était pas quelque chose que j'ai fait pour te tromper, Gary. C'était quelque chose que j'avais promis à un ami, quelqu'un qui était très important pour moi à l'époque. À ce moment-là. Dans ce contexte. Ça m'a semblé être la chose juste. J'ai secoué la tête, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Donc, après toutes ces années, tu as toujours ressenti que tu devais cette dette à l'homme que ton ami était devenu? Oui, a-t-elle dit doucement. J'ai étudié son visage attentivement. Mais, au cours des 2 dernières semaines depuis que cela a été arrangé, avais-tu hâte d'y être? Elle a pris une grande inspiration, la voix tremblante. Non, Gary, je n'avais pas hâte. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. C'était quelque chose que j'avais l'impression de devoir faire. C'était une obligation, pas un plaisir. J'ai continué à la regarder, mon silence la poussant à poursuivre. Elle a baissé la tête et a murmuré, « D'accord, oui, Gary. Je suppose que j'avais hâte. Mais pas de la manière dont tu penses. Je n'ai jamais même pensé à te tromper. Je ne l'ai jamais voulu. Mais ça s'est présenté et j'ai eu l'impression que je devais aller jusqu'au bout. Et si je devais le faire? Je n'ai vu aucune raison de ne pas rendre ça spécial. Je me suis dit que c'était pour une seule fois et que rien de tel ne se reproduirait jamais. J'ai pris une profonde inspiration saccadée, la laissant échapper lentement. Mais, ai-je dit prudemment. Tu te souviens il y a environ 6 semaines quand je t'ai appelé alors que je revenais de cette conférence? Nous nous sommes taquinés au téléphone et je t'ai demandé si tu voulais me rejoindre au Holiday Inn d'Aron. J'ai suggéré qu'on y passe le week-end. Juste nous deux, loin de la maison. Pour s'amuser un peu. Je crois que j'ai littéralement employé ces mots-là, ai-je dit, l'observant de près. Tu te souviens? Bien sûr, Gary. C'était un super week-end d'ailleurs, a-t-elle répondu, offrant un petit sourire tremblant. Voulais-tu que ce soit un super week-end pour nous? Pour moi, ai-je demandé, d'un ton mesuré. Quelle sorte de question c'est ça? Bien sûr que oui. Et ça l'a été, on s'est bien amusé, a-t-elle répondu. Cette fois, parvenant à esquisser un vrai sourire. Tu te souviens de ce que tu avais mis dans ta valise pour ce week-end, chérie, ai-je demandé, d'une voix stable mais incisive. Eh bien, pas vraiment. J'ai pris une jolie robe au cas où on voudrait aller danser, ce qu'on a fait, et des vêtements confortables pour marcher. Sa voix s'est estompée alors que la confusion commençait à envahir son visage. Juste une minute, les jeux interrompus. J'ai besoin de rallumer la vidéo pour t'aider à comprendre le sens de cette question. Je me suis levé et suis retourné vers la chambre. À mi-chemin dans le couloir, je me suis retourné pour m'assurer qu'elle me suivait. Et elle l'était. Une fois à l'intérieur, j'ai allumé la télé de la chambre et j'ai appuyé sur la touche lecture de la télécommande. La vidéo a commencé en la montrant agenouillée devant Roger, puis est passée à elle debout près du lit, face directement à la caméra dans le coin, parfaitement visible dans la lingerie blanche qu'elle portait. Mais, ai-je dit, la voix lourde. Qu'est-ce que tu portes là, bon sang? Elle a rougi profondément et a marmonné, ma lingerie blanche. Ouais, l'ensemble que je t'ai acheté pour la Saint-Valentin. Te rends-tu compte que tu ne l'as jamais porté pour moi, à part pour l'essayer le jour où je te l'ai offert? Eh bien, bien sûr, Gary, a-t-elle balbutié. Mais il n'y a pas eu d'occasion pour ça. Sa voix s'est éteinte alors que son expression virait à la confusion. Tu ne l'as certainement pas porté au Holiday Inn, ai-je dit fermement. Je m'en serais souvenu. Si je me souviens bien, tu étais rentré à la maison et tu t'étais changé pour mettre une jupe bohème et ce chemisier blanc avec les boutons au cou. Plus tard, après le dîner, quand on a décidé d'aller danser. Tu portais cette simple culotte en coton blanc et le soutien-gorge que tu as probablement sur toi en ce moment. Tu te souviens de ce que tu portais pour dormir ce soir-là? D'une petite voix à peine audible, elle a répondu, mon t-shirt Donald Duck. La regardant droit dans les yeux, j'ai insisté, mais,
tu viens de me dire que le week-end au Holiday Inn était spécial, et que la nuit avec Roger ne l'était pas. Pourtant, te voilà, vêtu de la chose la plus sexy que tu possèdes. Quelque chose que j'ai acheté pour nous, et tu l'as porté pour Roger. Mais pas pour moi. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me hurle, à moi? À quel point penses-tu que je me sente spécial en ce moment? Mais s'est contenté de me regarder, les épaules s'affaissant légèrement. Chérie, ai-je continué, essayant de garder ma voix stable. Si je ne t'aimais pas, on ne vivrait plus ensemble dans cette maison. Si je ne pensais pas que tu étais spécial pour moi, on ne serait plus mariés. Mais hier soir, je reçois un appel inattendu annulant ma réunion, et je tombe sur l'un des pires cauchemars que je puisse imaginer. J'ai fait une pause, laissant mes mots faire leur effet. Roger, l'un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon tout meilleur ami, se pointe chez nous quand j'aurais dû être à ma réunion. Il est accueilli à la porte par ma femme, qui l'emmène dans une chambre qu'elle a préparée spécifiquement pour leurs ébats. Ensuite, je la vois lui faire un putain de striptease, vêtue de quelque chose que je ne l'ai pas vu porter depuis des années. Quelque chose qui était prévu pour nous. Tu as même remonté tes cheveux. Tu t'es maquillé. Tu as porté des talons? Toutes des choses que tu n'as pas faites pour moi depuis Dieu sait quand. J'ai secoué la tête, ma voix s'alourdissant à chaque mot. Ça me dit que cette nuit était très importante pour toi. Assez importante pour la préparer comme si c'était une récompense. Mais qu'est-ce que ça dit du temps que tu passes avec moi? Ça me dit que mon temps avec toi est ordinaire. Moindre. Que tu as voulu faire plaisir à Roger mais pas à moi. Ton mari, ton partenaire. Je t'ai vu faire pour Roger des choses que tu ne fais pour moi que lors d'occasions spéciales, et même des choses que tu as catégoriquement refusé de faire pour moi. Mais a cligné des yeux rapidement, des larmes coulant sur son visage, et a dit doucement, ce n'était pas comme ça. Ça ne l'était vraiment pas. Je t'aime, tu es spécial pour moi. Que puis-je faire pour te convaincre? Je me suis assis sur le lit et je l'ai regardé. Je ne sais pas, mais, ai-je dit après un long silence. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Elle s'est agenouillée devant moi, pleurant toujours. Ses mains étaient serrées en poing sur ses genoux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, j'appelle Roger et Cristal pour leur demander de passer ce soir. D'après ce que tu m'as dit. Cristal sait déjà ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir s'il y a autre chose derrière tout ça. S'ils avaient autre chose en tête quand cela a été planifié. Mais a secoué faiblement la tête. Non, a-t-elle dit, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai hoché la tête et j'ai composé le numéro de Roger et Cristal. Cristal a répondu, et je lui ai demandé s'il pouvait passer quelques minutes ce soir-là. Pendant que je parlais, May est allé à la porte pour récupérer la nourriture chinoise que nous avions commandée plus tôt. Aucun de nous n'avait faim, mais je me suis forcé à manger. Je savais que la nuit allait être longue et que les émotions ne faisaient que commencer. May était assise en face de moi, touchant à peine à sa nourriture, jouant distraitement avec comme si elle ne savait pas quoi faire d'autre. À un moment, elle a répété doucement, « Gary, je t'aime. » C'était juste pour une seule fois. L'espace d'un bref instant, je l'ai presque cru. Presque. La sonnette a retenti à 19h15, brisant le silence tendu qui régnait entre nous. Avant d'ouvrir la porte, j'ai pris une grande inspiration, me préparant à la conversation qui s'annonçait. J'ai dit à May, avant d'ouvrir, que je pensais qu'il y avait plus à comprendre dans cette situation qu'elle ne le réalisait. Quand je laissai entrer Roger et Cristal, ils me sourirent tous les deux. Mais je ne pouvais me défaire de l'impression que chaque sourire portait une couche supplémentaire, un peu trop complice, un peu trop suffisant. Roger en particulier lança à ma femme un regard qui semblait presque possessif, et je remarquai May grincer légèrement des dents en le voyant. Après les avoir fait entrer dans le salon, je fis signe à tout le monde de s'asseoir. Je demandai à May de s'asseoir sur le canapé à côté de Cristal, mais elle choisit plutôt de s'installer dans un fauteuil inclinable sur le côté du canapé. Son langage corporel était défensif, et je pouvais dire qu'elle se préparait à ce qui allait venir. Cristal et Roger, quant à eux, semblaient perplexes, bien que Cristal ait un léger sourire en coin, comme si elle pensait en savoir plus que nous tous. J'hésitai quelques instants, divagant sur des sujets aléatoires, y compris le nouveau système de surveillance sur lequel je travaillais dans la maison. Je ne mentionnais pas qu'il était opérationnel ni ce qu'il m'avait montré la nuit précédente. Alors que je continuais, Cristal et Roger échangèrent des regards,
se demandant clairement pourquoi ils avaient été convoqués. Finalement, je plaisantais, je ferais mieux d'en venir au fait avant que mon public ne décide de me quitter. Sur ce, j'offris à chacun un verre. Je savais exactement ce que chacun d'eux préférait. Après tout, nous étions amis depuis des années et je leur tendis leur verre. Du vin blanc pour Cristal, du Jack et du 7-Up pour Roger. Un gaspillage de bon alcool, à mon avis. Et du jus d'orange pour May, qui était toujours attentive à sa grossesse. Pour ma part, je me servis ce qui ressemblait à un gin tonic, mais qui n'était en réalité que de l'eau tonique pure. Je devais garder toute ma lucidité ce soir. Prenant mon verre, je m'assis sur le pouf devant la télévision, me penchant en avant, les coudes sur les genoux, mais maintenant le verre entre elles. Je regardais autour de la pièce, mon regard se posant sur chaque personne avant de finalement s'arrêter sur Cristal. « Qu'est-ce que tu y as gagné, Cristal ?» demandai-je sans embâche. Elle fronça les sourcils, sa confusion étant sincère. « Qu'est-ce que quoi, Gary ? De quoi parles-tu ? Hier soir, Cristal, pourquoi as-tu travaillé si dur pour organiser ça ?» Alors que je finissais de parler, Roger s'étouffa avec sa boisson, son visage devint pâle. Je me tournai vers lui. « Roger, je sais ce que tu en as retiré, mais était-ce tout ? Il me semble qu'il doit y avoir plus que ça. » Je déplaçai mon regard entre les deux femmes pendant que je continuais. « Roger, je connais ta réputation de playboy. Une encoche de plus à ton tableau de chasse ne semble pas valoir le risque que tu prenais. Alors dis-moi, Roger, pourquoi ? » Gary, bégaya-t-il, sa voix tremblante. « De quoi parles-tu ? » Je me penchai légèrement en arrière, laissant le poids de mes mots s'installer. « Eh bien, voyez-vous, dis-je, j'étais à la maison hier soir. La réunion a été annulée, et j'étais dans le garage quand vous avez pris votre rendez-vous avec May. J'étais toujours là quand vous êtes arrivés. » Cristal et Roger échangèrent des regards rapides et nerveux, et je remarquai May enfouir son visage dans ses mains. « Laissez-moi vous montrer quelque chose, dis-je, marchant vers la télévision. Je l'allumai et basculai sur le flux en direct de la caméra de la chambre d'amis. C'est l'installation sur laquelle je travaillais. Jolie image, n'est-ce pas ? La pièce sombra dans un silence stupéfait. Le visage de Roger devint pâle. Le sourire de Cristal vacilla et May semblait vouloir disparaître. Alors, continuai-je, ma voix calme, de quoi s'agissait-il ? Cristal croisa les jambes, son pied tapant légèrement dans ce que je supposais être un tic nerveux. Elle se remit rapidement, cependant, et avec un petit sourire taquin, elle demanda, à ton avis, de quoi s'agissait-il, Gary ? Eh bien, Cristal, répondis-je, tu as toi aussi une certaine réputation. En fait, cela va de pair avec celle de Roger. Vous avez toujours été un peu aventureux tous les deux. J'ai entendu quelque chose au fil des ans, des petits commentaires ici et là, et je les ai toujours ignorés, mais maintenant je me demande si j'aurais dû faire plus attention. Le sourire de Cristal revint un peu plus mordant cette fois. Ce n'était pas exactement comme ça que nous voulions aborder le sujet, mais oui, Gary, tu as raison. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion. Je me tournai vers May, qui semblait complètement perdue. Mais, dis-je doucement. Jusqu'à présent, je pensais que tu en étais consciente, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. Laisse-moi t'expliquer. Je pris une profonde inspiration et regardai de nouveau Cristal et Roger. Si je comprends bien, vous faites partie d'une sorte de club d'échange de clés depuis quelques années. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais de temps en temps, un groupe d'entre vous se réunit un vendredi soir. Vous vous rencontrez dans une arrière-salle du Barney's Broilé pour dîner. Et chaque couple apporte une de ses clés de maison. Les clés sont étiquetées avec l'adresse et déposées dans un grand baril, un peu comme un tambour de bingo. Je fis une pause, observant leur réaction. Le pied de Cristal continuait de taper, mais son expression ne vacillait pas. Roger, en revanche, avait l'air de souhaiter être n'importe où sauf ici. Après le dîner, continuai-je. Les femmes partent, rentrant chez elles. Elles se préparent pour de l'action, je suppose. Pendant ce temps, les maris tirent des clés du baril. L'idée est que la clé que vous tirez vous indique où vous allez passer la nuit. Cristal m'interrompit, son ton désinvolte. Eh bien, pas exactement, Gary. Si un homme tire sa propre clé, il doit en tirer une autre.
Et s'il tire la clé de quelqu'un avec qui il a été récemment ou quelqu'un avec qui il ne veut pas être pour une raison quelconque, il a droit à un nouveau tirage. Mais c'est tout. Je me tournai de nouveau vers May, qui semblait avoir été frappé par la foudre. Alors voilà, May. Ta meilleure amie et son mari font de l'échangisme. Et hier soir, quand tu pensais honorer une vieille promesse idiote, tu entrais en réalité dans leur monde. Maintenant, la question est, était-ce vraiment une chose unique? La voix de May était à peine un murmure. Gary, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Crystal se pencha légèrement en avant, son ton toujours calme, mais plus sérieux. Gary, je ne sais pas ce que tu essaies d'accomplir ici, mais personne n'a forcé May à faire quoi que ce soit. Elle a accepté. Je jetai un coup d'œil à May, dont le visage était de nouveau enfoui dans ses mains. Est-ce vrai? Demandai-je doucement. May ne répondit pas, 2 fois. Si un homme tire la clé de sa femme une deuxième fois, il n'a pas de chance. Et j'ai entendu dire que certains gars avaient vraiment eu des problèmes pour s'être présentés chez eux alors que leur femme s'attendait à de l'action de la part de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, après que les gars aient choisi leur clé, ils prennent tous un verre avant de partir pour leur rendez-vous du week-end. Oui, tout le week-end, pas seulement quelques heures ou une nuit. Je fis une pause, laissant mes mots s'imprégner, les regardant chacun à leur tour. Crystal gardait son petit sourire en coin, son pied tapant plus rapidement maintenant, tandis que Roger semblait suffisant, presque soulagé que je n'ai pas encore explosé. Mais, cependant, me regardait, les yeux écarquillés de choc, la bouche légèrement ouverte comme si elle essayait de comprendre ce que je disais. J'ai même entendu des commentaires de certains gars au travail se demandant quand j'allais rejoindre le club, continuai-je. Apparemment, parce que nous sommes si proches de vous deux, tout le monde supposait que nous faisions déjà de l'échange de notre côté. Beaucoup de gars voulaient tenter leur chance avec May, il n'y avait pas que Roger ici. Le silence tomba dans la pièce. Je laissai le silence s'étirer, la tension s'épaississant tandis que je les regardais à nouveau chacun. Mais me regardait bouche bée, clairement horrifié par ce que je venais de dire. Crystal, toujours avec le même sourire en coin, semblait imperturbable, bien que son pied qui tapait trahissait sa nervosité. Roger, en revanche, avait l'air beaucoup trop content de lui. Un sourire suffisant et autosatisfait plaqué sur son visage. Chérie, commençai-je, en regardant de nouveau May. Avant d'aller plus loin, je pense que tu devrais savoir quelque chose à propos de ton amant d'hier soir. Le visage de May redevint pâle à mes mots. Elle semblait vouloir disparaître. Comme tu l'as vu hier soir, Roger est plutôt bien doté, dis-je sans embâge, observant sa réaction. Son visage devint écarlate et elle l'enfouit dans ses mains. Roger, quant à lui, semblait encore plus suffisant, affichant l'un des sourires les plus odieux que j'ai jamais vus. Je continuai. Roger est le prix de ces tirages de clés. Si je comprends bien, toutes les femmes retiennent leur souffle, attendant de voir si elles pourront ramener les talons pur sang à la maison pour le week-end, tout comme tu le décrivais avec les étudiantes à l'université. Mais le sourire de Roger s'accentua et Crystal jeta un coup d'œil à May avec un sourire complice. Mais, en revanche, semblait s'enfoncer dans sa chaise. Son visage était d'un blanc maladif. Je me penchai un peu en arrière, buvant une longue gorgée de mon eau tonique. C'était amer, mais pas plus amer que la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je restai silencieux, laissant le silence s'installer à nouveau. Roger avait toujours l'air insupportablement satisfait de lui-même, mais Crystal semblait avoir quelque chose à dire. Je décidai de l'attendre. Finalement, Crystal rompit le silence. Gary, commença-t-elle. C'est vraiment une assez bonne affaire. Tout ce que nous faisons, c'est ajouter un peu de piquant à notre mariage. Tu sais, après un certain temps, tout le monde devient un peu fade, un peu fatigué l'un de l'autre. Ça garde juste les choses fraîches. Elle jeta un coup d'œil à Roger, qui hocha la tête avec le même sourire ridicule, puis de nouveau à moi. Demande à Roger. Il n'a pas perdu d'intérêt pour moi, et je n'en ai pas perdu pour lui. Au contraire, nous sommes même plus proches maintenant. Nous avons ajouté du plaisir et de la variation à nos vies de cette façon. N'est-ce pas, Roger? Roger se contenta de sourire comme d'habitude, n'offrant rien de substantiel. Crystal continua. De toute façon, nous pensions vous montrer aussi que vous détendre un peu ne vous briserait pas. Cela vous rapprocherait en fait. Votre amitié n'en serait pas affectée,
et cela pourrait même vous donner de nouvelles idées pour la chambre à coucher. Elle sourit vivement. Pas de pression, bien sûr. Pensez-y. Nous sommes là si jamais vous décidez de vouloir essayer. Son ton était si désinvolte, comme si elle parlait de quelque chose d'aussi banal que des projets de dîner. Je pouvais sentir May se recroqueviller de plus en plus à chaque mot que Crystal prononçait. Gardant ma voix calme et posée, je répondis, « Eh bien, Crystal, j'apprécie ta patience avec moi, mais laisse-moi te dire une chose. Je n'en ai pas discuté avec moi-même, et je doute de le faire. Je ne suis pas intéressé par l'échange, et je n'ai pas besoin d'un autre partenaire sexuel pour garder les choses fraîches. Ma femme et moi sommes des personnes intelligentes, cultivées et imaginatives. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter avec d'autres pour améliorer notre vie sexuelle. » Le sourire de Crystal commença à vaciller, et Roger semblait moins confiant maintenant, continuai-je. Je crois que May et moi apprécierons notre vie ensemble pendant de nombreuses années à venir, si Dieu le veut. Mais il y a une chose que je dois aborder, et cela pourrait sembler que je punis May, bien que ce ne soit pas mon intention. Je me tournai vers May, qui évitait toujours mon regard. « Chérie, dis-je doucement. Roger ne pratique pas le sexe sans risque. Je ne connais pas les antécédents médicaux de ses nombreux partenaires, et franchement, je ne veux pas les connaître. Ce que je sais, c'est que tu portes notre enfant, et nous ne pouvons prendre aucun risque. Tu devras consulter ton médecin et trouver une raison de te faire dépister pour les MST. Tant que tu n'auras pas été testée et déclarée saine. Nous ne pourrons pas avoir de relations sexuelles. Nous ne pouvons pas risquer de nous transmettre quelque chose. Et nous ne pouvons certainement pas risquer de transmettre quoi que ce soit à notre bébé. Comprends-tu ? » Mais hocha faiblement la tête. Son visage était marqué de larmes. Elle murmura, « Oui, Gary. Je comprends. » Je regardai de nouveau Roger et Crystal. Je me sens trahi par vous deux. Je ne suis pas sûr de lequel de vous deux je suis le plus en colère, mais quoi qu'il en soit, nous devrons faire une pause de vous voir dans un avenir prévisible. Tendant le bras, j'éteignis la télévision, éjectai la clé USB et la tendis à May. Elle la prit avec des mains tremblantes et, sans un mot, attrapa le journal du jour sur la table d'appoint. Froissant plusieurs feuilles, elle les plaça dans la cheminée, ajouta la clé USB au tas et alluma une allumette. Ensemble, nous regardâmes le feu couver et consumer le contenu. Lorsque je me retournai, Roger et Crystal étaient assis tranquillement, leur suffisance remplacée par un silence gêné. L'ambiance avait complètement changé, et pour la première fois cette nuit-là, j'eus l'impression d'avoir repris un certain contrôle sur la situation. Ça a marché, marmonnai-je à moi-même, composant un numéro sur mon téléphone. Et, Lopez, ton colis est prêt. 3 heures plus tard, à 23 heures, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et saluai Lopez, qui entra, son expression illisible. « Vous avez quelque chose pour moi ?» demanda-t-il. J'acquiesçai et désignai les 2 corps inconscients allongés dans mon salon. Sans un mot, Lopez sortit et revint quelques instants plus tard avec 7 autres hommes. Ils se dirigèrent d'abord vers Crystal, soulevant facilement son corps inerte. Alors qu'ils se tournaient vers Roger, je levai la main. « Attendez, dis-je. » Ils se figèrent. Je montai à l'étage et revins avec une batte de baseball, la serrant fermement. « J'ai juste besoin de quelques coups, dis-je à Lopez. Il sourit faiblement, faisant signe à ses hommes de déposer Roger au sol. « Allez-y, dit-il. Ne le tuez pas encore. » « Je sais où frapper, » répondis-je froidement, me positionnant. En quelques mouvements rapides, je balançai la batte avec précision, visant ses rotules, ses chevilles, et finalement ses bijoux de famille. Chaque coup retentit avec un bruit sourd et nauséabond, et bien que Roger fût inconscient, le son seul était suffisamment satisfaisant. Quand j'eus fini, je jetai la batte de côté et regardai sa forme recroquevillée au sol. J'aurais aimé qu'il soit réveillé, murmurai-je, ma voix glaciale. Je voulais l'entendre crier. Me tournant vers Lopez, j'acquiesçai. Il est tout à toi maintenant. Sans un mot, ces hommes soulevèrent le corps brisé de Roger et l'emportèrent. 5 minutes plus tard, Lopez revint seul et s'assit en face de moi, un léger sourire aux lèvres. Merci pour les échantillons, dit-il. Nous en avions besoin. Avec plaisir, répondis-je d'un ton monocorde, fixant l'espace vide où Roger et Crystal avaient été. Mais était toujours debout dans le coin, son visage pâle, ses yeux écarquillés de choc.
L'air froid de la nuit s'infiltrait dans la pièce, mais elle ne semblait pas le remarquer alors qu'elle s'approchait de moi avec hésitation. « Que leur arrive-t-il » demanda-t-elle doucement, sa voix tremblante. « Ils vont au Mexique, dis-je, mon ton dénué d'émotion. Il y a des étudiants en médecine là-bas qui ont besoin d'échantillons pour s'entraîner. » Ses mains volèrent à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Et si quelqu'un vient les chercher » murmura-t-elle. « Lopez s'en occupera, répondis-je, ma voix inchangée. « Tu les as tués » dit-elle, sa voix se brisant. « Comment peux-tu être si sans cœur ?» Je me tournai vers elle, mon expression froide et inflexible. « Tu m'as brisé le cœur, mais tu ne t'es pas soucié de ce que je ressentirais. Tu n'as aucun droit de me juger. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu as dit que nous nous remettrions ensemble, que nous aurions de nouveau des relations sexuelles. » J'ai menti, dis-je sans détour. Voici ce qui va se passer. Demain matin, nous ferons un test ADN pour l'enfant à naître. Nous attendrons les résultats. Si l'enfant est le mien, j'aiderai à la naissance, mais nous ne resterons pas mariés. Ses lèvres tremblèrent, mais je ne m'arrêtai pas. Tu ne prendras pas d'amant avant que mon fils n'ait 10 ans. Si tu le fais, je me penchai, ma voix tombant à un murmure, je m'assurerai que tu seras très utile. Elle tressaillit, sa tête s'inclinant en signe de soumission. Et demain soir, continuai-je. Nous irons voir l'avocat du divorce et déposerons une demande de divorce. Tu pourras garder la maison et je te fournirai un soutien financier jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Ai-je été clair? Mais hocha la tête silencieusement, les larmes coulant toujours sur ses joues. Elle me regarda avec un mélange de peur et de tristesse. Je ne savais pas que tu étais comme ça, murmura-t-elle. Moi non plus, répondis-je, me levant et m'éloignant. Le lendemain, nous avons déposé une demande de divorce. 3 semaines plus tard, les résultats de l'ADN confirmèrent que l'enfant était le mien. Des mois après, notre divorce fut prononcé. 2 mois plus tard, mon fils naquit. Je lui ai consacré tout mon temps et mon énergie. Bien que May et moi nous rencontrions occasionnellement pour discuter de notre fils, je ne pouvais plus jamais l'aimer. Elle ne prit plus jamais d'amant, comme je l'avais exigé, et je la soutins financièrement pendant les 5 années suivantes, jusqu'à ce que mon fils puisse s'occuper de lui-même. Quant à moi, je n'ai jamais eu de nouvelles relations. Toute mon attention était portée sur mon fils, afin qu'il ait la meilleure vie possible. Lopez m'envoya finalement un grand cadeau de remerciement, un geste d'appréciation que je n'avais pas demandé, mais que j'acceptais néanmoins. Et comme je l'avais prédit, personne ne vint jamais chercher les échantillons que j'avais envoyés au Mexique. Histoire 2. J'avais une vie paisible. Tout y était comme celle d'une personne ordinaire. Une femme, un enfant et un emploi stable. Nous vivions ensemble depuis longtemps, et il n'y avait pas de problème ou d'incidents inhabituels. Beaucoup de nos amis et connaissances traversaient diverses batailles familiales, infidélités, querelles et bien d'autres moments désagréables. Certains divorçaient tandis que d'autres se mariaient ou se remariaient plusieurs fois. Pour nous, cependant, tout était différent. Nous vivions calmement et harmonieusement. Bien sûr, ce n'était pas toujours facile, mais nous trouvions toujours une solution à chaque situation ensemble. J'ai toujours fait confiance à ma femme et n'ai jamais douté de sa loyauté. Pour moi, elle était l'amour de ma vie. Et dernièrement, j'avais pris cela pour acquis. Je pensais, comme beaucoup d'autres, que cela peut arriver à n'importe qui, mais pas à moi. Je travaillais dans l'industrie de la peinture, négociant des contrats avec d'autres entreprises pour la fourniture de nos produits. Mon travail m'obligeait souvent à faire des voyages d'affaires. Le travail était exigeant, et les voyages épuisants, mais il rapportait un bon revenu stable. Ma femme Mindy avait aussi un travail exigeant. Son travail était quelque peu similaire au mien, impliquant des produits pharmaceutiques. Mindy traitait les commandes envoyées à diverses cliniques et cabinets dentaires. Nous avions un fils, David, qui avait déjà 26 ans. Élever notre fils n'a pas été facile, mais malgré nos emplois du temps chargés, nous avons essayé de lui consacrer autant d'attention que possible. Mes parents, qui vivaient à proximité, nous aidaient aussi beaucoup. Ensemble, nous avons élevé un fils merveilleux. David était ma fierté et ma joie. Il excellait dans ses études, avait trouvé un excellent emploi dans une banque et gravissait désormais avec confiance les échelons de sa carrière. Il avait déménagé et vivait seul, laissant Mindy et moi vivre ensemble dans notre petite maison douillette.
La maison où nous vivions avait une signification particulière pour moi. Je l'avais héritée de mon oncle Thomas. Thomas ne voulait pas vendre la maison car il espérait y revenir un jour. Au lieu de cela, il nous a demandé d'y vivre et d'en prendre soin. Thomas n'a jamais réussi à fonder sa propre famille, mais il me traitait comme un fils, c'est pourquoi il m'a confié la maison. Au fil des ans, Thomas n'est jamais revenu et nous avons continué à y vivre. La vie était douce et sans histoire. Quand nous ne travaillions pas, Mindy et moi nous réservions toujours du temps l'un pour l'autre. Nous allions au restaurant, faisions des excursions dans la nature et profitions de notre temps ensemble. Je ne voulais rien changer à ma vie car pour moi, tout était déjà parfait. Mais bientôt, tout changea. Tout commença après un de mes voyages d'affaires. J'ai retrouvé mon vieil ami de l'université, Richard, pour quelques bières. Richard avait toujours été un bon ami, mais ce soir-là, il m'a surpris. Il a prudemment abordé le sujet de ma relation avec Mindy. Il a dit que ça ne le regardait pas, mais il se sentait obligé de me raconter ce qu'il avait vu. Richard m'a dit qu'il était passé par hasard devant notre maison un jour et avait décidé de faire un saut, ne sachant pas que j'étais en voyage d'affaires. Personne n'attendait sa visite. À la maison, il a trouvé Mindy et Albert. Albert était notre dentiste de famille. Il était assez âgé et nous nous entendions toujours bien. Mais Richard a trouvé étrange qu'Albert soit chez nous seul avec Mindy. Puis Richard m'a dit autre chose. Il avait aussi vu Mindy et Albert ensemble au restaurant. Juste tous les deux. D'abord, je l'ai ignoré. J'ai dit à Richard que ce n'était pas ce qu'il pensait. Il ne pouvait y avoir rien entre eux. Albert était beaucoup plus âgé et il avait une famille dont il parlait souvent. Pourtant, les mots de Richard ont planté une graine de doute dans mon esprit. J'ai commencé à remarquer que Mindy visitait le cabinet dentaire d'Albert plus souvent que d'habitude. Finalement, je décidai de lui parler. « Chérie, je veux te parler », dis-je un soir. « Oui, Michael. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, me regardant avec inquiétude. « J'ai remarqué que tu allais souvent chez Albert ces derniers temps. »« As-tu de graves problèmes dentaires ?» demandai-je prudemment. « Oh, ça » répondit-elle avec un sourire dédaigneux. « Je veux juste améliorer mon sourire. Beaucoup de gens le font ces jours-ci et les résultats sont incroyables. » Alors, j'ai eu des consultations, des radiographies et des conseils d'Albert sur la façon de l'améliorer sans causer de dommages. « Mindy, pourquoi as-tu besoin de ça ?» demandai-je, perplexe. « Ton sourire est déjà fantastique. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Cela me semble inutile. » Michael, j'y réfléchis encore. Voyons ce qui peut être fait et à quel point ce sera douloureux. Je comprends, dis-je, mais je décidai d'approfondir. Mindy, dis-moi. S'agit-il vraiment juste de ça? Eh bien, bien sûr. Que pourrait-il être d'autre, répondit-elle, sont-on léger? Dis-moi, dis-je prudemment. Albert est-il venu chez nous récemment, ou avez-vous aussi discuté de tes dents au restaurant? Là-dessus, l'expression de Mindy changea. Elle parut un instant effrayée avant de soupirer. Maintenant, je comprends tout, dit-elle. Richard te l'a dit, n'est-ce pas? J'acquiesçai légèrement, attendant qu'elle continue. Je l'ai vu, admit-elle. J'espère que tu n'as rien pensé de mal. Je m'ennuyais, alors je suis allé dîner avec Albert pour avoir de la compagnie. Je voulais être dans un lieu public, mais je ne voulais pas y aller seul. J'ai appris qu'Albert aimait aussi aller au restaurant, alors je l'ai invité. Sa femme est au courant. Elle est dans une autre ville en ce moment. Donc rien de terrible ne s'est passé. Nous avons juste dîné en tant que vieille connaissance. Il est venu à la maison quelques fois et nous avons pris un café. C'est tout. Désolé de ne pas te l'avoir dit tout de suite. Je ne pensais juste pas que ça te dérangerait. D'accord, Mindy, dis-je en essayant de paraître calme. Je te fais confiance. C'est juste un peu étrange. Tu m'as toujours attendu auparavant et maintenant j'entends parler de ça. Ça m'a un peu inquiété. Michael, ne t'inquiète pas espèce d'homme stupide, dit-elle, souriant doucement. As-tu vraiment été jaloux d'Albert? Je respecte et j'aime Albert, mais seulement en tant qu'ami. Crois-moi, les vieux ne sont pas mon genre. J'ai un homme que j'aime, et c'est toi. Parler à Mindy me calma. Je pensais sincèrement que c'était une absurdité complète. Après tout,
pendant tant d'années, ma vie avait été paisible. Ma femme et moi n'avions aucune raison de douter ou de nous cacher quoi que ce soit. Je lui faisais entièrement confiance et ne ressentais jamais le besoin de remettre en question sa loyauté. Mais récemment, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de Mindy qui m'ont troublé. Au début, j'ai essayé de les ignorer, les attribuant à mon imagination. Mais bientôt, il est devenu impossible de les ignorer. Mindy agissait bizarrement. Alors qu'elle essayait de maintenir sa routine habituelle, il y avait des différences notables. Elle commençait à rentrer plus tard du travail plus souvent ou était vague sur l'endroit où elle avait été. Son humeur commençait à changer radicalement. Un instant, elle était follement heureuse et le suivant, silencieuse et distante. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui en était la cause. J'ai aussi remarqué qu'elle envoyait fréquemment des SMS à quelqu'un sur son téléphone. Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle avait toujours des explications intelligentes. Elle disait qu'elle se tenait au courant de l'actualité mondiale et lisait souvent les mises à jour sur son téléphone. Je voulais la croire, mais le malaise grandissait. Je savais qu'elle voyait toujours Albert, mais elle continuait d'insister qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Malgré ses assurances, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Au fur et à mesure que le temps passait, il m'était de plus en plus difficile de lui faire confiance. J'ai commencé à avoir des pensées troublantes. Et si elle s'était vraiment trop rapprochée d'Albert? Je connaissais bien Albert et n'aurais jamais soupçonné quoi que ce soit de ce genre auparavant. Mais maintenant, tout semblait différent. Bien sûr, Albert était âgé, mais et si cela ne l'arrêtait pas? Et si quelque chose de plus profond se passait? Ces pensées me pesaient, me consumant l'esprit. Je ne savais pas quoi faire. Espionner ma femme me semblait indigne de moi. Cela me semblait enfantin et désespéré. Je n'étais plus un jeune homme, et je me flattais d'être rationnel, mais en même temps, je ne pouvais ignorer les signes. J'ai remarqué la voiture d'Albert plus souvent près de notre cour, et Mindy mentionnait avec désinvolture qu'il l'avait juste raccompagnée. Elle donnait rarement des informations de son plein gré, et chaque fois que je la pressais, elle devenait défensive et m'accusait d'être trop soupçonneux. Elle me disait que c'était moi qui avais changé. Je me retrouvais dans une impasse, incertain de la marche à suivre. Mais finalement, je décidai d'agir. Si je ne pouvais obtenir de réponse de Mindy, j'irais directement voir Albert. Il fallait que j'aille au fond de cette affaire une bonne fois pour toutes. J'attendis la bonne occasion. Mindy avait une conférence à venir dans une autre ville et serait absente pendant quelques jours. Le soir de son départ, je la regardais monter dans le taxi et disparaître dans la rue. Une fois qu'elle fut partie, je montai dans ma voiture et me rendis à la clinique dentaire d'Albert. Je savais qu'il devrait être encore au travail, et j'espérais le surprendre avant qu'il ne parte. Quand j'arrivai, je sentis une petite vague de soulagement. Sa voiture était toujours garée à l'extérieur. Je me garai à proximité et montai les marches jusqu'à l'entrée éclairée. À l'intérieur, la réceptionniste était toujours à son bureau. Je m'approchai d'elle et lui dis que je devais voir Albert. « Je suis désolé, monsieur, dit-elle. Le docteur Albert n'est plus là pour la journée. » Je la regardai incrédule. « Sa voiture est toujours là, fis-je remarquer, confus. Elle haussa les épaules. « Je n'en sais rien. Il est parti plus tôt et ne reviendra que demain. » J'essayai d'insister. « Peut-être est-il encore là. Êtes-vous sûr? Pourrais-je vérifier au cas où? » Le ton de la réceptionniste devint sévère. « Monsieur, le docteur Albert n'est pas là. Veuillez revenir demain. » Frustré et perplexe, je me dirigeai lentement vers la sortie, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Comment Albert aurait-il pu partir si sa voiture était toujours là? Quelque chose ne collait pas. Alors que j'approchais de la porte, je remarquai la réceptionniste s'éloigner de son bureau et entrer dans une autre pièce. Sans hésiter, je fis demi-tour et me dirigeai rapidement dans le couloir vers le bureau d'Albert. La porte était déverrouillée et la lumière était toujours allumée. Je l'ouvris, mais la pièce était vide. Pas d'Albert, personne. Je regardais autour de moi, me sentant de plus en plus troublé à chaque seconde qui passait. Alors que j'allais partir, mes yeux aperçurent quelque chose qui me fit tomber le cœur. Un manteau suspendu au porte-manteau. C'était exactement le même manteau que possédait ma femme. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais, mon pouce accélérant. Se pouvait-il que ce soit le sien?
Avant que je ne puisse pleinement assimiler la pensée, j'entendis des bruits provenant de la pièce adjacente. Une voix étouffée, des rires, et quelque chose d'autre. Mon estomac se noua. Je m'approchai de la porte, essayant de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. L'émotion bouillonnait en moi. Colère, crainte, trahison. Je reculai et, de toutes mes forces, je défonçai la porte. La force la fit s'ouvrir, révélant une scène à laquelle je n'aurais jamais pu me préparer. Ce n'était pas Albert. La réceptionniste n'avait pas menti. Il n'était pas là. Mais ce que je vis me laissa stupéfait. Mindy était allongée sur la table, les jambes écartées, complètement prise dans un acte intime avec un homme beaucoup plus jeune, un inconnu. Mon esprit s'emballait, l'incrédulité et la rage se mêlant dans une tempête d'émotions incontrôlables. « Vous, bâtard! Qu'est-ce que vous foutez » rugis-je, déchaîné dans la pièce. L'homme se démêla, essayant de se ressaisir, mais je l'attrapai et le poussai violemment contre le mur. Mes mains tremblaient lorsque je repérai une seringue avec une aiguille sur l'étagère voisine. La saisissant, j'arrachai le capuchon et la pressai contre son visage. « Je vais te crever l'œil, espèce de bâtard » hurlai-je, l'aiguille planant dangereusement près de son œil. « Monsieur Michael, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est une erreur. Je suis coupable. Je ne suis qu'un stagiaire. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. » Le jeune homme bégaya, sa voix tremblant de terreur. Je resserrai mon emprise sur lui. Ma fureur était à peine contenue. L'aiguille égratigna sa paupière, traçant une fine ligne de sang alors qu'il tremblait. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il suppliait la miséricorde. « Parle, grognai-je. Ma voix basse est mortelle. Qui diable es-tu, Jacob ?» Le jeune homme bégaya, tremblant. « Je suis en stage chez Albert. C'est mon oncle. Il m'a laissé emprunter sa voiture pendant un moment. Il fit une pause, sa voix tremblante. J'ai raccompagné votre femme et, eu des moments intimes avec elle. » Ces mots me frappèrent comme un train de marchandises, me plongeant dans une rage aveuglante. Mindy, choquée et effrayée, se couvrit à la hâte, tremblant tandis qu'elle me fixait de ses grands yeux suppliants. « Mindy, monstre! Comment as-tu pu faire ça » rugis-je. « Alors, le vieil homme n'est plus à ton goût. Même ton mari ne fait plus l'affaire. Mais ce petit bâtard, à peine la vingtaine, te convient parfaitement. » Mindy resta silencieuse, incapable de me regarder, ses lèvres tremblant. « Tu n'as rien à dire » criai-je. « Michael, s'il te plaît, pardonne-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. J'ai honte. »« Honte » tonnai-je. « Avais-tu honte quand tu t'amusais avec ce bâtard, et maintenant tu as honte ? Tu m'as menti, Mindy. Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu as trahi tout ce que nous avions. » Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle secouait la tête. « Pardonne-moi, Michael. S'il te plaît, pardonne-moi. »« Te pardonner » crachai-je. « Ça suffit. J'en ai assez. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche désormais. Je demande le divorce. » Je jetai la seringue au sol et sortis de la pièce en trombe. La colère me traversait chaque veine du corps. Mon esprit était en pleine confusion et je ne pouvais penser clairement. Assis dans ma voiture, je posai ma tête sur le volant, essayant de me calmer, mais la rage déborda et je frappai le repose-tête du siège passager encore et encore jusqu'à ce que ma main me fasse mal. Cette nuit-là, j'ai noyé mon chagrin dans l'alcool, alimenté par la colère et la trahison. J'ai emballé toutes les affaires de Mindy dans de grands sacs poubelles noirs, déterminé à me débarrasser de toute trace d'elle. Au lever du jour, j'avais tout rassemblé et allumé un immense feu de joie dans la cour. Regarder les flammes consumer ces affaires me procurait une sensation cathartique, comme si je brûlais les souvenirs de sa trahison. Quand le feu s'est finalement éteint, j'ai retrouvé mes esprits. J'étais résolu. Je divorcerai de Mindy. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mindy s'est opposée au divorce, me suppliant de reconsidérer, mais ma décision était finale. Elle a essayé de riposter contre moi, engageant une bataille juridique désagréable pour me punir de ne pas lui pardonner. Mais j'avais un avocat habile spécialisé dans les affaires de divorce, et nous avons tout géré efficacement. Mindy s'est battue pour prendre la maison, mais elle n'était pas la nôtre. Elle appartenait légalement à mon oncle Thomas.
Selon les documents, elle était toujours à son nom, et il n'y avait aucun moyen pour elle d'y toucher. Malgré les longues procédures judiciaires, j'ai prévalu. Mindy est partie du mariage avec seulement ce qui lui revenait de droit. Alors que nous sortions de la salle d'audience, elle me lança un regard amer. Je lui adressai un sourire moqueur et lui fis un doigt d'honneur. Il fallait maintenant que je me concentre sur l'avenir. La vie devait continuer. C'était difficile de repartir de zéro, mais j'étais déterminé à oublier le passé et à avancer. Des mois plus tard, j'appris par des connaissances communes que Mindy était tombée gravement malade. Elle avait développé une forme agressive de cancer et son état s'aggravait rapidement. Personne ne pouvait l'aider. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tiraillé. Malgré tout ce qu'elle avait fait, j'ai eu pitié d'elle. Oui, elle m'avait trahi, mais je ne lui souhaitais pas la mort. C'était comme si le karma l'avait rattrapée, la punissant pour ses actes. Pourtant, je ne pouvais pas l'abandonner dans sa souffrance. Les gens pourraient me juger pour cela, mais je ne pouvais pas tourner le dos à quelqu'un en détresse, même si cette personne m'avait profondément blessé. Aider Mindy me permettrait de vraiment lâcher prise sur le passé et d'avancer en paix. Je décidai de lui pardonner. J'ai contacté mon ami d'enfance Kevin, un diagnosticien réputé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais je savais qu'il pourrait peut-être aider. Kevin fut ravi d'avoir de mes nouvelles et promit de faire tout ce qu'il pouvait. Après un certain temps, Kevin réussit à établir le bon diagnostic et le bon traitement pour l'état de Mindy. Le traitement fonctionna. Mindy commença à se rétablir. Quand elle me vit après sa guérison, elle éclata en sanglots, me remerciant et s'excusant profusément pour tout ce qu'elle avait fait. Nous avons discuté et ensemble nous avons décidé de nous séparer à l'amiable. Il était clair que nous ne pouvions pas revenir à ce qui était, mais nous avons convenu d'avancer séparément, laissant le passé derrière nous. Au début, Mindy semblait sur la bonne voie, reconstruisant sa vie. Mais ensuite, j'ai appris des nouvelles troublantes. Elle avait commencé à consommer de la drogue. Son mode de vie s'est dégradé. Je ne sais pas ce qui l'a poussée dans cette direction. De nouvelles connaissances ou peut-être une décision radicale de changer sa vie, mais c'était un chemin tortueux et destructeur. Finalement, j'ai appris que Mindy était décédée. Son cœur a lâché et les médecins n'ont pas pu la sauver. J'ai ressenti un pincement de chagrin pour elle. Mais au final, ce sont ses choix qui l'ont menée à sa fin tragique. Un jour, Albert est venu me voir. Il avait l'air honteux, clairement bouleversé. Il a admis qu'il n'avait pas su ce que Jacob faisait. « Michael, dit-il, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Si je l'avais su, je l'aurais arrêté immédiatement. Je l'ai viré dès que je l'ai découvert. Ce garçon, il a tout gâché. » Albert a révélé que Jacob falsifiait des ordonnances et était toxicomane. Il avait abandonné l'école et a finalement été arrêté pour un vol raté. Il faisait maintenant face à une longue peine de prison avec de sombres perspectives pour son avenir. Je n'ai pas eu pitié de Jacob. Il était assez vieux pour savoir ce qu'il faisait et a fait ses propres choix. J'ai essayé de chasser les événements de mon esprit, mais une peur persistait au fond de moi, celle de vieillir seul. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie seul, mais je savais aussi qu'il serait difficile d'aimer à nouveau. Faire confiance à quelqu'un me semblait impossible après ce que j'avais traversé. Et pourtant, après un certain temps, le destin m'a fait un cadeau. J'ai rencontré Kayla. Kayla était ma psychologue, quelqu'un vers qui je me suis tourné pour gérer les conséquences de tout ce qui s'était passé. Dès la première séance, Kayla m'a compris d'une manière que peu de gens l'avaient fait. Elle avait sa propre histoire d'amour malheureuse, remplie de douleur et de trahison. Son mari avait été un vrai scélérat, et elle avait enduré ses propres luttes avant de finalement se libérer. Au fil du temps, les limites formelles de nos séances ont commencé à s'estomper. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle a évolué vers quelque chose de plus profond. Nous avons commencé à communiquer plus ouvertement, plus personnellement en dehors du bureau. J'ai trouvé du réconfort et de la paix avec Kayla. Elle me comprenait, me soutenait et me donnait un sentiment d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Notre relation a continué de grandir et finalement nous avons décidé d'être ensemble. Kayla a emménagé et soudain ma vie a retrouvé sa lumière. Elle a rempli le vide en moi, guérissant des blessures que je pensais ne jamais guérir. Avec elle, j'ai retrouvé la joie. Pour la première fois depuis des années, je pouvais sourire sans sentir le poids de mon passé me tirer vers le bas.
Cela fait 5 ans que tout est arrivé. Et je peux affirmer avec confiance que je suis une personne heureuse maintenant. Ma vie a avancé et j'ai construit quelque chose de significatif avec Kayla. Ensemble, nous avons créé une vie pleine de rire, d'amour et de compréhension. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de croire que certains événements de la vie sont destinés par le destin. Peu importe à quel point nous essayons de contrôler les choses, certains résultats sont simplement au-delà de notre pouvoir de changer. C'est ce qui s'est passé avec Mindy. Dieu a dû tout voir, ses choix, son chemin, et a réalisé qu'elle était condamnée à ne jamais vraiment arranger les choses. Pourtant, je ne regrette pas d'avoir essayé de la sauver. C'était la bonne chose à faire à l'époque et cela m'a permis d'avancer avec une conscience tranquille. Je ne porte plus de haine ou d'amertume. Au lieu de cela, j'ai appris à lâcher prise sur la douleur et à embrasser les bénédictions que la vie m'a offertes depuis. Merci de m'avoir écouté.